Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai un invité, c'est même plus de marque. J'ai un super invité et j'avais tellement hâte de vous présenter cette petite interview avec monsieur le grand, le monsieur que tout le monde connaît en France, monsieur Richard Cross. Comment ça va, Richard? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Eh ben, déjà te dire un grand merci pour ta présence. Je suis hyper honorée que tu m'accordes de ton temps pour qu'on puisse un petit peu échanger, répondre aux questions qu'on a également reçues et puis parler un petit peu de toi, de ta carrière, de ce que tu as vécu, de tes folles aventures. J'ai Avec super plaisir. hâte. Merci en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit like. Eh ben c'est parti. Première question que j'aimerais te poser. Richard Cross de 2022. Parce qu'on connaît évidemment Richard Cross, le coach vocal quand même numéro 1 en France depuis quelques années, 83 alors, le coaching vocal 83 pour le métier et pour la télé de 2000 à 2010, pendant 10 ans. Officiellement, premier coach vocal à la télé. Premier historique, oui, de la télé. Avec Popstar. Avec Popstar, effectivement. Donc on connaît Richard Cross comme étant coach vocal à la télé, à la Starac, à Popstar, coach de toutes les plus grandes stars qu'on connaît sur la scène française, francophone et même internationale. Et aujourd'hui, Richard Cross en 2022. Eh bien, en 2022, je continue à faire du coaching, mais je suis passé de la voie VOIX à la voie VEIE, c'est-à-dire je fais du coaching de vie. Hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené cette transition aujourd'hui ? C'est une transition naturelle qui en réalité était en relation avec déjà ce que je vivais quand j'étais jeune. Quand j'ai eu mon bac à 16 ans, je suis parti en fac de médecine. Et quand on me demandait à l'époque, mais qu'est-ce que tu vas faire en médecine? Je disais, je veux devenir psychanalyste. Donc de toute façon, c'était déjà profondément au fond de moi cette envie de m'occuper des gens. C'était clairement présent depuis très très longtemps, je crois, depuis l'enfance. Comme tous les enfants qui ont eu des problèmes, parce que moi j'étais HPE, c'est-à-dire HPI, ce qu'on appelle haut potentiel intellectuel, mais à l'époque on n'aimait pas ces choses-là, et c'était juste que j'avais 2 ans d'avance. Voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir 2 ans d'avance. À l'époque c'était facile, on sautait les classes, et j'ai passé mon bac à 16 ans de façon relativement brillante, et je suis rentré en médecine. Voilà, et le projet c'était de m'occuper des autres. Waouh. Et donc d'abord dans la voix, et puis à côté. Ça a été un hasard parce que je faisais de la musique pour le plaisir. J'étais issu d'une famille de musiciens et puis je suis devenu chanteur et puis j'ai commencé le métier de chanteur d'opéra. Donc je suis devenu coach vocal. Parce que cette envie depuis toujours d'aider les autres. Oui, elle a pris au départ la forme, mais je l'ai pas compris. Je chantais, j'adorais ça, et je suis devenu chanteur d'opéra. Donc, naturellement, mes premières aides des autres, mes premiers accompagnements ont été sur la voix. Donc, je suis devenu coach vocal, et puis pendant très longtemps finalement, mais avec en parallèle toujours ce désir de m'intéresser à l'autre. Super intéressant. C'est, je pense, l'un des premiers aussi, en tant que coach vocal, et on en parlera à un autre moment, à parler de cette histoire de la mécanique et de la symbolique. Moi, je l'évoque très souvent, si vous regardez, vous suivez mes vidéos, j'évoque très souvent cette mécanique et symbolique en citant Richard, parce que c'est au travers de son école que moi je l'ai appris. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte que la voix n'est pas juste mécanique. Non, à chaque fois, on doit se poser la question quand on veut faire un son, quelle que soit la raison. C'est, bon, comment on le fait? Ça, on l'explique, on a des outils pour le faire. Mais c'est surtout une autre question qui doit toujours être posée concomitamment, c'est pourquoi je le fais ou pas. Et pourquoi je le ferai pas d'ailleurs, parce que souvent, quand il y a des pathologies, c'est plutôt pourquoi je fais pas le son et pourquoi j'ai des difficultés à faire le son. Et quand on a exploré toutes les possibilités physiologiques et que on a fait tous les exercices et ça continue à ne pas se faire, à ce moment-là, il faut vraiment aller vers ce autre versant, qui est le versant symbolique, parce que on fait ou pas les choses pour des raisons profondes, inconscientes ou plus ou moins conscientes, et qu'il faut à un moment donné décrypter et faire apparaître. Alors moi je voulais qu'on revienne sur un sujet qui est super important pour moi, et aussi parce que j'avais envie de le partager avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors j'ai envie de dire que tu as importé ou tu as posé le terme de coach vocal en France. Tu as été vraiment le premier à en parler. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait, je sais pas, c'est pas un matin tu t'es levé et tu t'es dit allez. Alors ça s'est passé à peu près comme ça, c'était pas un matin, c'était exactement cette situation. C'est-à-dire en 83, je me suis retrouvé à faire travailler une énorme star internationale qui s'appelait donc Annie Lennox, qui était la chanteuse du groupe Eurythmics, et je me retrouve rapidement interviewé parce que l'album va avoir un énorme succès, et partout dans le monde entier, elle va dire il y a un homme à Paris extraordinaire qui m'a aidé. Bon, donc j'ai commencé à avoir des interviews sur qu'est-ce que j'avais fait à Annie Lennox, et c'est dans ces interviews que j'ai presque inventé le concept de
coaching vocal parce que moi je disais mais je suis pas prof de chant, je vais pas apprendre à Annie Lennox à chanter, elle chantait avant moi, elle avait pas besoin de moi pour ça. Mais par contre, je suis intervenu pour lui faciliter la vie, pour lui apporter du confort, pour lui apporter des compréhensions de certains systèmes qu'elle faisait de façon automatique sans comprendre ce qu'elle faisait. Et en plus, quand elle était arrivée avec 2 ans de tournée internationale, c'était à l'époque pour le premier succès de Sweet Dreams. Elle était tellement fatiguée au bout de ces 2 ans non-stop qu'elle est venue au départ à moi pour une question de fatigue vocale. Et au-delà de la fatigue vocale, je lui ai fait récupérer le confort de sa voix et surtout, je lui ai ouvert des perspectives sur l'aigu qui étaient proprement pour elle insoupçonnables. Alors, c'est ce travail-là. Alors, quand après, quelques mois plus tard, les journalistes ont commencé à venir en me disant « Mais c'est formidable, mais qu'est-ce que vous faites ?» Je disais « Mais je suis pas prof de chant. » Et alors, vous êtes quoi? Et là, j'ai eu ce flash qui est venu parce que j'avais fait mes études aux États-Unis. Enfin, les années précédentes, j'étais aux États-Unis. Et j'avais déjà entendu ce mot qui m'avait amusé, coach, parce que le mot coach anglais vient du mot français cocher et coach, ça s'écrit C-O-A-C-H en français, en vieux français. Et le cocher et le coach c'est une voiture et le cocher c'est celui qui conduit la voiture. Et je m'étais dit tiens c'est amusant puis et ça m'est venu comme ça, j'ai dit je suis coach de voix et au départ ça a été vraiment une sorte d'illumination comme ça à l'occasion d'une interview et puis finalement j'ai construit ce mot et puis j'en ai fait dès 83 je l'ai posé métier, et j'en ai fait un métier peu à peu, je savais pas encore à l'époque mais c'est devenu un métier complètement parce que aujourd'hui qui est très différent donc du prof de chant. Alors ça sera ma prochaine question, mais aujourd'hui ton école, tu as une école de coach vocal. Alors j'ai une école de formateur de coach vocal, effectivement. Je forme des coachs vocaux. Exactement. Donc dans ton école, alors moi je l'ai fait en 2015 cette école, mais je me rappelle pas, non. Quand même. Ouais, moi j'avais 21 ans à l'époque et je me rappelle parce que ma maman arrête pas de me le dire. Je me rappelle, t'envoyais déjà des mails à Richard quand t'avais 16 ans pour faire son école. Moi pour moi c'était la seule école que je voulais faire en France. Je sortais du conservatoire parce que justement il y avait cette dimension de l'humain, de la personne, et c'était justement tout ce que j'aimais pas du conservatoire où on est plus dans le professorat et là on est plus dans le fait d'amener les gens, comme tu dis, de les conduire en fait. C'est ça. Et du coup, c'est quoi cette différence? La réponse à ta question est très simple, c'est que dans la notion de cet accompagnement, le coaching, c'est plus qu'un cocher qui tire la voiture, c'est un accompagnement, c'est un aller-retour, c'est-à-dire que on va à l'écoute de l'autre, on apporte des solutions et on voit quelles solutions fonctionnent et on se sert de ce que l'autre dit, ce qui est c'est beaucoup plus interactif que dans la notion de l'enseignement pur et dur du professeur qui apprend quelque chose qu'il sait faire. Donc c'est une dimension vraiment d'accompagnement dans cet aller-retour. On construit ensemble le chemin où on amène la personne. Moi, on a tourné ce matin une petite vidéo où moi, j'ai donné une définition que le coach s'adapte au chanteur. Oui, tout à fait. Alors que quand on a un cas de professeur, en tout cas, moi, c'est mon expérience avec le conservatoire, c'était moi qui devais m'adapter tout à fait à ce que disait le professeur. Oui, et puis la différence, elle est très précise. Le professeur, que ce soit de chant, de danse ou d'un instrument, il est à l'intérieur d'un cadre qui est effectivement un cadre scolaire en général, que ce soit le conservatoire ou d'autres formes de structure. Alors que le coach, c'est d'abord, avant tout, au départ, une posture que j'ai créée pour des professionnels. C'était pas au départ pour des amateurs, c'était pour des professionnels qui avaient déjà une histoire, qui voulaient modifier ou qui étaient confrontés à des problématiques ponctuelles et qu'il fallait résoudre. Et c'est aussi une autre dimension du coaching, c'est que ça doit être une résolution rapide, pragmatique et très adaptée à une situation. Ça peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais on n'est pas sur des années de formation. On est vraiment sur un... Merci de le dire, Richard. Je le dis, je crois, dans toutes mes vidéos que je publie sur YouTube. On veut un résultat efficace. Normalement, un outil, et je pense que tu es vraiment d'accord avec ça, doit avoir un résultat tout de suite, mais il peut mettre du temps à s'installer et à perdurer. Par contre, on doit avoir un résultat quasi immédiat. Alors là, c'était encore une histoire qui nous renvoie à Freud et à une image freudienne qui est très mal comprise. C'est que quand, à la fin du 19e siècle, Freud a parlé des instances du moi et puis a mis en place tout son processus de la psychanalyse où, effectivement, il y a une prise de conscience, ce fameux insight qui fait qu'à un moment donné, tu comprends quelque chose et puis il va y avoir un mouvement, la psyché va changer. Sauf que ce processus-là ne suffit pas après pour que l'évolution, que la transformation se fasse à long terme. Et le problème du coach, c'est que on peut effectivement créer une transformation en 1 heure,
Mais ça n'empêchera pas qu'après, il faudra quand même des mois de travail. Exactement. Il faut tous les jours retrouver cette transformation pour la poser dans l'automatisme. Exactement. Voilà, c'est pas, mais effectivement, on peut être parfois, on m'a souvent d'ailleurs appelé magicien pour ça. On disait Magic Cross parce que en 1 heure, je déclenchais un processus que les gens étaient totalement en incapacité d'imaginer avant, et puis c'était possible. Mais après, il fallait le retrouver tous les jours pour le poser après dans le corps. Ouais, génial, super intéressant. Quel est le plus beau souvenir de ta carrière de coach vocal? Alors, c'est tellement de souvenirs parce que j'ai coaché, j'ai le chiffre exact, j'ai fait travailler plus de 2500 personnes en 30 ans, parce que comme je suis informatisé depuis le début de ma carrière, et tout est sur mon ordinateur, donc avis aux voleurs, il y a tout dessus. Donc, blague mise à part, c'est difficile parce qu'il y a eu tellement de personnalités intéressantes ou moins intéressantes. D'ailleurs, j'ai pas toujours été passionné par les gens que j'ai coachés, mais il y a eu des personnalités plus fortes que d'autres. Et c'est sûr que dans cette longue liste, je parlerai de Morane parce que comme Morane est partie, qu'elle a disparu récemment, elle nous a laissé un trou. C'était vraiment une personnalité particulière. Elle était venue me voir dans les années, il y a plus de 10 ans maintenant. C'était dans les années 2012, oui c'est ça, ou 2010. Elle était arrivée en me disant, voilà, je prépare un nouveau spectacle sur quelqu'un qu'on aimait d'ailleurs beaucoup tous les deux, qui était Nougaro. C'était pour son spectacle au Nougaro. Et elle me dit, voilà, avec l'âge, je me sens plus fatiguée, c'est difficile, puis ça m'inquiète, il y a des chansons qui sont très exigeantes de Nougaro. Et puis je me dis, après t'avoir vu travailler quand même, faire travailler les autres, je me dis que tu pourrais peut-être m'aider. Voilà, et donc c'est parti comme ça. Et on a eu une très très belle relation, qui était une relation à la fois artistique, mais aussi humaine. J'allais chez elle, je partais passer une journée ou 2 ou 3 carrément parce que c'était compliqué. Elle habitait en Belgique, donc à Bruxelles, et donc je partais, je passais 1, 2 ou 3 jours. Donc à l'intérieur de ce travail, on crée des rapports qui vont au-delà de l'artistique. Bien sûr. Et petite question, avec elle, est-ce que tu as aussi travaillé ce coaching de voix VOIE? Ou est-ce que tu es resté sur de la voix? Non, je suis resté sur un coaching de voix VOX parce que c'était une artiste construite, une artiste avec une histoire. Et d'ailleurs, je peux, à ce sujet, citer un petit événement qui s'est passé quand elle a commencé à dire dans les années 2011-2012 qu'elle travaillait avec moi. Il y a eu une montée de boucliers, une levée de boucliers sur ses sites internet, sur ses réseaux, où les gens disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire avec Richard Cross? Et elle disait, justement, oui, il m'apprend pas à chanter, c'est pas le problème, mais il me facilite la vie de chanteuse. Et elle m'a beaucoup aidé à travers cette réflexion. Ça m'a beaucoup aidé à faire comprendre à de nouvelles personnes le travail du coach vocal, qui est justement, non pas d'apprendre à chanter, mais de faciliter le mécanisme du chant pour des professionnels ou après d'autres, pas que des professionnels chanteurs, puisqu'on intervient dans d'autres domaines, mais pour les professionnels chanteurs. C'était vraiment intéressant, sa réaction. De trouver du confort, en fait. C'est ça, c'est le confort psychologique, physiologique. C'est à ça que sert cet accompagnement spécifique du coaching, ce partage mutuel pour obtenir une sensation, une posture de confort. Génial. Alors, ma question suivante, c'est quel est l'artiste avec lequel, ou quels sont les artistes avec lesquels tu as préféré travailler et collaborer? Alors, il y a encore... les gens, il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'artistes. C'est sûr que pour moi, celle qui me touche le plus, parce que ça a été une longue histoire, je l'ai connue, elle était toute jeune, elle avait à peine 14 ans, et elle est toujours là maintenant, elle aura déjà prouvé que même en démarrant à 14 ans, c'était une très très belle carrière. C'est Julie Zenati, quand je l'ai connue, ce sont ses parents qui me l'ont amenée, c'était une jeune fille toute encore timide, qui est venue à la maison. À l'époque, j'habitais à Montmartre, et ce sont ses parents qui me l'ont amenée en me disant, voilà, elle a été prise dans le casting de ce futur spectacle dont on ne savait pas qu'il allait être un énorme succès, qui était donc Notre-Dame de Paris. Et donc je l'ai accompagnée à l'époque de Notre-Dame. Après, je l'ai retrouvée par la suite quand elle a commencé sa carrière solo. Voilà, et puis on est toujours là. Bon, on se voit de temps en temps. De temps en temps, elle me demande des petites choses, et puis on continue, et ça fait maintenant plus de 20 ans, et ça c'est formidable. J'aime beaucoup ce genre de relation comme ça, et c'est très touchant pour moi, c'est sûr. C'est beau d'accompagner quelqu'un dans chaque étape de sa vie.
Oui, je peux aussi citer, parce que c'est un peu la même histoire, Ouais. c'est avec la star à l'époque, la petite jeune star de Roméo et Juliette, et Cécilia Cécilia Cara. Cara, parce que c'est aussi la même histoire. Moi, je me rappelle, Cécilia me le redisait il y a pas longtemps d'ailleurs, quand on était dans le train, on partait pour faire en tournée, et je le faisais répéter, je l'aidais à préparer son bac à distance, et on travaillait sur des notions, voilà, donc j'avais oublié ça, et oui, c'est une belle histoire aussi, Ouais. Cécilia. Je l'accompagne aussi depuis longtemps et c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur aussi. Ouais. Elle avait 16 ans, c'est ça, quand elle a fait Oui, Roméo et Juliette? c'est ça, elle avait 16 ans à peu près. Quand on l'a auditionnée, elle avait 15 ou 16 ans à peu près. Elle était, Wow. oui, c'était à peu près ça. Alors moi, j'aimerais maintenant te demander une anecdote un peu drôle dans ta vie de coach vocal. Une petite... ouais, une situation cocasse ou une anecdote un peu rigolote que t'aimes te remémorer avec joie. Il y en a plusieurs parce qu'il y a toujours des moments un peu effectivement qui sont drôles. Alors en même temps, c'est difficile parce qu'ils peuvent ne pas être drôles pour d'autres personnes, mais ce qui me revient, en tout cas comme ça, à brûle pour point, ce qui me revient, c'était c'est le problème de l'inculture dans le métier du show business, l'inculture qu'il peut avoir par rapport à on va dire bon, à l'opéra, ça c'est normal parce que les chanteurs pop ne sont pas reliés à l'opéra, mais par rapport à la culture en général, notamment quand on parle de Shakespeare, c'est sûr que bon, Shakespeare c'est quand même une base littéraire qu'on doit connaître, même si on n'est pas comédien. Et c'est sûr que donc j'ai un souvenir avec ça qui me revient comme ça, c'est quand j'étais avec Philippe Lelièvre, on était donc allé voir, on avait été invité pour aller voir la première du Roi Soleil, la comédie musicale dont je ne m'occupais pas puisque moi j'ai arrêté à ce moment-là de faire la direction vocale de spectacle. Et on est donc dans la salle, donc le premier acte se passe très très bien, il y a donc Molière, Lully et le Roi Soleil, bon, Louis XIV. Période que je connais très bien parce que la plupart des gens ne le savent pas, mais Louis XIV est l'inventeur de la danse classique, de ce qu'on appelle la danse classique, c'est lui qui l'a inventé. Et donc, puis Louis XIV est un personnage absolument passionnant que je recommande d'ailleurs aux gens de découvrir parce qu'il va bien au-delà du simple dictateur autocrate du Roi Soleil. C'est quelqu'un qui a eu un impact sur la culture extraordinaire et notamment parce qu'il était chanteur-danseur et que quand il est jeune, il va mettre en place avec Lully et Molière ce qu'on appelle la comédie musicale. Maintenant, donc le premier acte se passe, on est très content. Bon, c'est un spectacle qui modernise, enfin voilà, très très intéressant, très sympathique. Et puis arrive le deuxième acte et donc je suis avec Philippe Lelièvre, on est en train de regarder ça. Et puis tout d'un coup on voit Molière. Alors ça se passe dans l'histoire 20 ans après. Et là on voit Molière arriver sur scène mais sans qu'on se soit concerté, on s'est regardé, on s'est dit mais Molière il est mort parce que au moment de l'histoire de la deuxième partie, Molière n'est plus déjà là, il est mort entre temps et il n'y a plus que le roi Louis XIV qui lui est mort assez tard et puis Lully. Voilà donc on n'a pas pu en parler parce que on voulait pas foutre la merde là-dedans, donc on n'a rien dit, mais ça nous avait, on a beaucoup ri, parce que les gens autour de nous ont dit, mais qui c'est qui est mort? Non, rien, ne vous inquiétez pas, c'est juste Molière, voilà. C'est ça, juste la personne qui est pas sur scène. Non, mais bon, c'était une petite blague. Non, mais c'est vraiment fou de se rendre compte que parfois, il y a des espèces de raccourcis qui sont faits dans certaines situations et productions. Voilà, pour le grand public, ça n'a pas une grande importance, mais c'est juste nous, en tant que, Philippe, parce que c'est un comédien qui a lu Shakespeare ou qui a lu Molière, et puis pour moi, pareil, il y avait une certaine culture aussi sur ça, parce que j'ai aussi fait une formation de théâtre. Voilà, mais après, on peut, ça n'est pas très grave, mais sur le moment, on était tellement dans l'histoire qu'on s'est dit, non, ça n'est pas possible. Ouais. Et donc, Philippe Lelièvre, tu l'as rencontré à la Star Academy, on est devenu, j'ai eu cette chance de me retrouver avec lui, on a fait 2-3 saisons ensemble. Il y avait Oscar Sisto qui était parti, parce que Oscar qui est un très vieil ami aussi, mais on n'a pas été ensemble à la Starac, le hasard a fait que moi j'étais sur la chaîne concurrente quand il était à la Starac. Et puis quand je suis venu sur TF1, donc à partir de 2005, il est parti lui aussi, et c'est Philippe Lelièvre qui est venu pour s'occuper de la formation théâtrale. Et on a eu une relation instantanément avec beaucoup de connivence parce qu'on partageait beaucoup de culture théâtrale tous les deux. Alors on s'est beaucoup amusé, c'était très sympa et j'aimais beaucoup sa façon. Bon, j'aime le comédien,
le personnage artistique, c'est quelqu'un qui est vraiment très intéressant. Mais dans son rapport avec les gens, avec les élèves qu'on avait, il était très attentif à l'autre. J'ai beaucoup aimé ça. Donc dans ta vision du coach, en fait. Oui, je trouvais ça très intéressant. Super. Alors ma prochaine question, c'est quel serait le conseil que tu donnerais à une personne qui aimerait lancer sa carrière de chanteur aujourd'hui? Un conseil ou une direction que tu pourrais donner? C'est 2 conseils qui sont paradoxaux parce que c'est compliqué. Et voilà, c'est ça le problème de ce genre de conseils, c'est que c'est à la fois à l'intérieur de soi, il faut avoir une sorte d'incroyable certitude qu'on est fait pour ça, qu'on a envie de faire ça. Donc il faut cette incroyable certitude parce que sinon on sera abattu par les difficultés auquel on va se trouver confronté, parce que c'est difficile de faire ce métier. Bien sûr. De plus en plus. C'est encore plus difficile que dans les années 50, que dans les années 60. Tout me paraît, avec le recul maintenant de mes 67 ans, je vois ça et je vois comment c'était dans les années 70 et maintenant. Et tout est compliqué. Mais donc il faut avoir cette incroyable certitude, cette envie profonde. Alors c'est compliqué parce qu'en même temps il faut pas être orgueilleux, il faut pas. C'est la différence entre la certitude intérieure, c'est-à-dire la conviction, l'envie profonde de monter sur une scène et que c'est fondamental pour soi et qu'on n'a pas envie de faire autre chose, mais en même temps de pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Alors c'est ça qui est compliqué. Et c'est où ça nous renvoie à la deuxième proposition, c'est que il faut justement écouter les autres, enfin pas n'importe qui, mais écouter les professionnels de ce métier que l'on peut avoir la chance de côtoyer pour vérifier si l'image, à quoi on correspond et si il n'y a pas des choses il y a une distorsion entre ce qu'on croit vouloir dire et ce qui est perçu de l'extérieur. Donc on a besoin quand même d'avoir un peu une sorte justement de coaching extérieur, mais en même temps à l'intérieur, il faut avoir cette incroyable certitude qu'on veut le faire. Et c'est paradoxal, parce que ce sont 2 choses paradoxales. Et sans tomber, je le redis, parce que alors ça c'est infernal dans ce métier, les gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, c'est fatigant. Complètement. Et est-ce que toi, dans ce cas-là d'une personne qui se prend pour ce qu'elle n'est pas, est-ce que tu as une anecdote de coaching, quelqu'un que tu as rencontré tout simplement, non, parce que là je peux pas raconter ça, mais ce que je peux dire globalement, c'est que tous les grands artistes que j'ai rencontrés à un très haut niveau, dans l'ensemble, sont des gens qui se posent des gros problèmes intérieurs, qui sont des gens fragiles intérieurs, parce qu'ils se posent des questions. Et les gens qui se posent pas de questions, qui sont très sûrs d'eux, en général, ne sont pas au même endroit. Mais je me rappelle d'une anecdote que tu nous avais donnée à l'époque dans la formation, d'une personne qui allait voir des coachs. Et en fait, elle était jamais satisfaite et puis elle allait toujours voir un autre coach. Ah oui, ça c'est effectivement, je me rappelle, je sais même de qui on parle. Alors c'était effectivement une artiste qui chantait sur scène, qui avait même le statut d'intermittent. Et cette artiste avait épuisé pendant 20 ans, je pense, une trentaine de coachs et de profs, de coachs. Cette personne les avait tous épuisés, c'est-à-dire que c'était insupportable. Et chaque fois, elle repartait, cette personne, en disant « Non, mais ça va pas, il n'a pas compris, par ailleurs. » Et voilà, et donc j'apprends aux profs que je forme, enfin aux coachs que je forme, je apprends à se prémunir de ce genre de personnes qui est très, très déstructurante pour le prof aussi, parce que le prof peut croire que c'est sa faute. Et non, ça c'est vraiment une problématique où là on revient sur la mécanique symbolique. Oui, absolument. Symbolique. Pourquoi cette personne veut à tout prix résoudre quelque chose qui ne se résout jamais et qui met l'autre en défaut permanent. Et ça c'est un problème. Et pour terminer l'anecdote, je me rappelle que tu nous avais dit qu'elle était venue chanter chez toi et que tu lui avais dit « Non, mais en fait, moi, j'ai rien à dire. Félicitations. » Tout allait bien, c'était super. C'est ça. Parce que j'ai tout de suite compris que c'était pas la peine. Exactement. Et au final, tu as eu un feedback de cette personne quelques jours ou quelques semaines après. Et cette rencontre avec toi où tu lui as dit « Non, mais tout est OK », lui a fait un déclic. Et ça l'a complètement débloqué. Oui, mais alors là, maintenant, on va avoir un problème, c'est que depuis 30 ans, tous les gens à qui j'ai dit c'est bien vont se reconnaître là-dedans. Ça pose un problème. Non, mais bon, ça, c'est un cas isolé. C'est un cas isolé. Alors, moi, j'ai annoncé que j'allais faire une petite interview avec toi, et j'ai des personnes qui brûlaient d'impatience de pouvoir te poser quelques petites questions. Donc, je vais te poser les questions des quelques abonnés que j'ai reçus. Alors, par exemple, j'ai Chaya qui nous demande, peux-tu nous dire en quelques mots comment chanter avec émotion?
chanter avec émotion, pour moi, ça fait partie, c'est totalement intégré. C'est-à-dire que c'est parce que chanter, c'est un acte purement physiologique. Oui. Fa, voilà, je fais un son. Mais après, faire ce son, je le fais parce que je suis une personne. Oui. C'est pas une machine. Oui. Et ça veut dire qu'à partir du moment où on redevient une personne et qu'en tant que personne, je vais pas faire fa, simplement je vais faire ou fa, ou je vais faire fa, ou je vais faire fa. Je vais avoir donc un vécu intérieur de personne. Et c'est l'intrication entre la mécanique sonore et la mécanique, le vécu psychique, émotionnel de la personne. Et c'est cette intrication qu'on doit aider. Donc quelqu'un qui vient et qui me dit je veux chanter avec émotion, mais c'est même pas une question. Ça veut dire que la personne, pour l'instant, je la renvoie plutôt à qu'est-ce que c'est que chanter pour elle. Et on va, avec des exercices, essayer de lui faire découvrir que chanter, c'est quelque chose qui est d'abord lié à ce que l'on est. Et c'est pas de la mécanique, c'est pas simplement faire un son. Absolument. Donc il faut d'abord, par exemple, lui demander d'aller redire des mots, s'écouter en train de raconter quelque chose à quelqu'un, avec l'intention de convaincre cette personne, par exemple, de quelque chose, et après de lui redire en chantonnant, en inventant une mélodie, voilà, et de passer du chant au parler pour permettre de simplement repartir de ce que l'on est, de la personne que l'on est. C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, on part de ce qu'on a déjà et on le met en musique. Voilà, c'est ça. Et souvent, et je trouve ça vraiment chouette, moi c'est quelque chose que je défends aussi beaucoup, et souvent on a des conseils qui nous paraissent tellement loin et tellement perchés qu'en fait on n'arrive pas à les atteindre. Et ce que j'aime beaucoup, et ça revient dans la dimension du coach, c'est qu'en fait le coach, il vient chercher ce que nous on a déjà. Que l'on est, au départ, on parle de ce qu'est la personne. Exactement. Et c'est pour ça que la pédagogie doit se construire toujours sur ce que la personne nous donne, et on va l'aider à sculpter ce qui part d'elle, mais c'est pas nous qui apportons ça. On part toujours de la personne. Oui, bien absolument. Entendu. Génial. Alors, pour continuer dans les petites questions, j'ai Jocelyne qui nous dit « Je voudrais savoir s'il y a une technique pour ne pas chanter faux et comment avoir l'oreille musicale ?» Alors, Jocelyne, pour ça, c'est très simple. Il faut d'abord comprendre que il y a eu des événements dans ta vie, au début, à l'orée de ta vie, à 2, 3, 4, 5 ans, à une période où, pour une raison que je ne sais pas exactement, que je ne peux pas connaître, mais qui est que où il y a eu pas assez de chant et de musique autour de toi, dans ton environnement, que à un moment donné, il a suffi qu'un jour quelqu'un te dise « Toi, arrête, tu fais trop de bruit, ou tu chantes faux, ou j'aime pas ta voix », quelque chose qui t'a tout d'un coup placé dans une situation psychologique, émotionnellement négative concernant ta vocalité, et à ce moment-là, tout s'arrête, le cerveau se bloque sur cette idée, et à ce moment-là, pour la vie entière, la personne peut croire que elle ne pourra plus chanter juste, parce que à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Alors, il y a effectivement après une réalité physiologique, génétique de ce qu'on appelle l'amusie, c'est-à-dire A-M-U-S-I-E, qui est une difficulté de représentation musicale, mais c'est exceptionnel, c'est même pas 0,5% de la population. Donc, avant d'en arriver à ce stade-là, à cette idée que peut-être il y aurait une impossibilité, c'est tellement exceptionnel qu'on va d'abord partir du contraire, que c'est possible. Il y a une autre raison pour laquelle c'est possible, c'est que cette personne, Jocelyne, si tu parles, si tu marches, ça veut dire que donc, a priori, si tu parles, c'est que tu pourras chanter. Si tu marches, tu pourras avoir le rythme et danser. Parce que de toute façon, ce ne sont que le chant n'est que le développement de choses qui sont déjà inscrites à l'intérieur de cette capacité, puisque quand tu parles, tu as déjà une écoute extraordinaire, subtile, pour gérer plein de paramètres de la parole. Eh bien, ces mêmes paramètres, tu vas les avoir pour chanter. Sauf que, il y a eu ce blocage psychologique, et c'est plus un blocage psychologique qui vient t'empêcher d'utiliser tout ce que tu as automatisé sans le savoir pour la parole. Super intéressant. Parce que c'est vrai que sur cette chaîne, et même de manière générale sur YouTube, le mot-clé qui est le plus tapé, c'est comment chanter juste. Ça montre... Alors, c'est très simple, j'en parle depuis très longtemps. Ça montre la déshérence de la France par rapport au chant. Alors, il y a eu... Super intéressant.
Il y a eu une évolution depuis les années 2000 avec ces émissions de télé-réalité. C'est le seul aspect positif de ces émissions. Oui. Entre-temps, je n'ai pas toujours été nécessairement moi-même ayant participé à ça, mais je n'ai pas toujours été très positif parce que j'ai vu aussi ça pouvait avoir des effets pervers. Mais sur les effets positifs, effectivement, ce qui est intéressant de dire, c'est que ces émissions ont remis au goût du jour cette envie de chanter, cette nécessité du chant. Absolument. Qu'on retrouve dans d'autres cultures. C'est sûr que la culture américaine est beaucoup plus vocale par nature, la culture anglaise, les cultures et puis même les cultures slaves qui sont aussi mon deuxième pays, dans lequel les gens chantent mais très spontanément. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une anecdote. J'ai des amis qui étaient venus en famille passer il y a quelques années de ça, avant, à l'époque où il n'y avait pas encore de guerre entre la Russie et l'Ukraine, et qui était venu en France, et puis on avait organisé un petit repas, c'était très sympa, puis tout le monde chante, bon, et puis on sort dans la rue, et puis on continue à chanter, et à un moment donné, il y a des gens qui nous arrêtent, qui nous disent « vous préparez un spectacle ?» Je dis « non, c'est juste la famille, c'est juste, on chante, tout simplement. » Mais naturellement, dans la famille russe, dans les familles slaves ou ukrainiennes, on chante, mais on chante tout de suite, spontanément, à 2 voix, à 3 voix, à 4 voix. C'est-à-dire, c'est tellement sophistiqué que ça paraît très très apprêté. On retrouve ça au chiche, et d'ailleurs pas aussi loin que ça, en Corse, dans l'île de la Corse, où les Corses sont aussi très spontanément, familialement, en train de chanter. On retrouve ça aussi au Pays Basque. Enfin, finalement, il y a quand même des régions en France, pas toutes, mais il y a certaines régions dans lesquelles il y a encore des traditions familiales qui font perdurer ce processus de chanter ensemble, en chœur, pour les fêtes. Alors que ce soit les enterrements ou les naissances, tout le monde chante, les mariages, et ça se perd beaucoup. Et c'est parce qu'il y a cette perte de cette activité vocale spontanée, qu'après des gens se retrouvent, croient qu'ils n'ont pas accès à la musique et accès au chant. Ah, c'est fou. Moi, je viens d'une région, en Alsace, où il y a beaucoup de chorales. On chante. Moi, dans ma famille, je vois du côté de mon papa, on se retrouve à Noël, tout le monde chante à plusieurs voix, etc. Et c'est vrai que, on a cette chance-là. Je pense que c'est l'Allemagne, où il y a une culture aussi, avec plus de musique qu'on a hérité. On le retrouve peut-être aussi, je sais pas ce que t'en penses, dans la voix parlée. On a une voix parlée qui est peut-être aussi un peu moins... Alors là, ça c'est encore un autre problème. Je t'envoie autre part. Non, mais là, tu as ouvert une boîte de Pandore. Je vais essayer d'être bref, ça dure juste 20 minutes. Alors, donc, je vais essayer d'expliquer. Chaque langue a une construction sonore qui s'organise sur différents types d'harmoniques. Ça veut dire que le français, alors c'est intéressant parce que comme moi je suis un peu des deux côtés de la barrière, quand je suis dans une culture slave et que j'écoute un français parler et qu'avec des amis slaves on écoute un français parler, le français il parle comme ça pour eux. Ils ont l'impression que le français c'est quelqu'un qui parle très étouffé. C'est drôle. Hein. Mais oui, parce que qu'est-ce que c'est que le français? Le franc, c'est quand tu parles français, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des bucco-nasales, des ans, des uns, des ans. Et qu'est-ce que c'est que le an? C'est tout de suite une descente des harmoniques, c'est une harmonique médium. Alors qu'en italien ou en russe, on n'a pas ça. Donc on a des sons qui sont beaucoup plus aigus. L'allemand, par exemple, il est entre les deux. Il n'a pas les bucco-nasales, mais il a beaucoup de U, de OU. Il a moins d'aigus, mais il n'a pas les bucco-nasales. Donc il est intermédiaire entre le français très médium et puis l'italien et le russe qui sont très clairs. Donc il y a des langues qui ont, et après il y a l'arabe par exemple qui est beaucoup plus encore bas, qui a des fréquences plus graves. Donc on a des classements de langues qui sont liés à l'organisation de la langue autour de certaines harmoniques préférentielles qui font partie. Et en même temps, c'est ça aussi ce qui fait plaisir à des étrangers, c'est que justement ils adorent la culture française parce que ça donne un sentiment particulier. Et les chanteurs français, pour eux, ils adorent écouter. Moi j'ai des amis russes et ukrainiens qui adorent écouter chanter des chanteurs français parce que justement ils disent ça fait bizarre, mais c'est ça qu'ils aiment en même temps. Trop rigolo. Ah, c'est fou cette culture de... Alors, pour les personnes qui peut-être auraient pas suivi, le bucco-nasal, c'est une voyelle qui est formée en même temps par la bouche et par le nez. Voilà, au cas où, si jamais comme ça vous nous rejoignez dans cette superbe explication. Génial. Alors, si je prends une autre petite question, on a Shaina qui nous pose la question, est-ce que c'est un mythe ou une réalité que tout le monde peut chanter de manière incroyable? Qu'en s'entraînant un petit peu, on peut devenir un super chanteur. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Shaina, je vais te dire exactement ce qu'il en est. Ce sont deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, tout le monde doit pouvoir chanter. Comme je le disais tout à l'heure, le chant, c'est la continuité de la parole. Et
tout être humain doit avoir accès, doit pouvoir vocaliser. Oui. Après, le fait que cette vocalisation va devenir un événement sonore, artistique qui va bouleverser les foules, ça c'est plus rare. Et ça s'appelle le don. Donc il faut bien faire la différence entre tout le monde doit pouvoir marcher, doit pouvoir parler, doit pouvoir chanter, doit pouvoir danser pour le bien-être du corps. Et par contre, après, des Patrick Dupont et puis des Calas, il y en a que quelques fois dans le siècle, ou Nathalie Dessay, bien entendu, la copine Nathalie Dessay. C'est là la différence. Et c'est en cela que, sur le plan politique, il faut faire la différence entre nous sommes une société inclusive qui essaie d'inclure toutes les différences, mais on est quand même dans une obligation de reconnaître que on est tous des êtres humains, mais avec des possibilités différentes. Donc tous les êtres humains respirent, par exemple, mais après, il n'y en a pas beaucoup qui sont apnéistes, qui vont aller sous l'eau et qui vont bloquer leur respiration. Donc on est tous faits de la même matière, mais on n'est pas tous pareils. Et ça, c'est le problème de la gauche et de la droite. La droite, c'est on est tous différents et il faut compenser les inégalités. Et la gauche, on est tous semblables, il faut qu'on fasse tous la même chose. Et ben, c'est pas vrai. Ouais. Et là, c'est un exemple typique, justement, où on voit bien que il y a quand même des destins de chanteurs. Par contre, c'est pas pour autant que chacun doit essayer de chanter. Alors, il chantera juste, il chantera bien, il chantera juste, mais bien ne veut pas dire spectaculaire. Ce sont deux choses différentes. Mais il faut que tout le monde chante bien dans le confort. Et c'est deux métiers. Et c'est pire, en plus, c'est un métier, oui, c'est ça. C'est deux choses différentes. Il y a le fait, et je vous encourage vraiment à la maison à apprendre à chanter, parce qu'il y aura plein de bienfaits au travers de chanter. Il y a plein... Oui, c'est ce que je disais, c'est une nécessité physiologique. Ouais. De la même façon que la sédentarité, par exemple, est un mal actuel moderne, parce qu'on bouge pas assez. Et ben c'est pareil, il faudrait inventer un mot pour dire le manque de chant. Le manque de chant est aussi gênant que le manque d'activité, le manque de mouvement. Donc il faut, d'ailleurs, tiens, j'avais pas pensé, merci, je vais inventer un mot. C'est ce que j'allais dire après coach. Voilà, je vais inventer un nouveau mot. Pour 2022. Pour dire le manque de chant. C'est très intéressant. Génial. Très bien, je vais réfléchir. Génial. Donc voilà, c'est important tous, hein, même si vous n'êtes pas chanteur et que voilà, peut-être vous êtes fan de Richard, vous tombez sur cette vidéo, mettez-vous-y. Voilà, vous avez plein de vidéos sur cette chaîne pour vous y mettre de toute façon. Oui, puis il y a plein de coachs, il y a plein de gens, il y a plein d'opportunités, il y a plein d'ensembles vocaux, il y a plein de façons d'aller explorer sa dimension sonore, sa dimension vocale, et avec des gens sympathiques, puis même s'ils sont moins sympathiques, ça fait rien, faut le faire. Complètement d'accord, génial. Alors, est-ce que j'ai encore une petite question? Oui, j'ai une dernière question de Laetitia. Laetitia qui a un petit garçon de 2 ans qui adore chanter. Et son cœur de maman nous dit comment accompagner un petit garçon qui aime chanter à le faire correctement afin de lui donner déjà toutes les bases saines dès le début de sa vie. Y a-t-il des comptines, des chansons qui seraient plus confortables? Ou quels sont les pièges dans lesquels ne surtout pas tomber afin que l'enfant garde foi en lui? Alors, ça fait beaucoup de choses en même temps. Oui, mais ça se résume très facilement par rapport à ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire que il faut d'abord que la maman comprenne une chose, c'est que le larynx d'un enfant n'est pas le larynx adulte, donc il va avoir une évolution physiologique, de la même façon que son corps se modifie aussi pour devenir un corps adulte. On a la même modification, donc les possibilités sonores de l'enfant ne sont pas celles de l'adulte. Il faut donc simplement les accompagner au fur et à mesure. Ouais. Donc la première chose, effectivement, c'est de lui chanter des comptines, puis de le faire chanter avec soi des comptines, c'est-à-dire faire travailler ce qu'on appelle les neurones miroirs, c'est-à-dire le mécanisme de l'imitation, parce que c'est sur l'imitation que le chant se construit, comme la parole d'ailleurs. Sauf que dans la parole, il y a une dimension automatique, c'est-à-dire que parce que la maman est francophone, parle français, le bébé va parler français, parce que par imitation automatique. Tandis que là, dans le chant, c'est la même chose, mais c'est moins évident, parce que si la maman ne chante pas, l'enfant ne chantera pas. Donc il faut que la maman, simplement, chante, et comme ça lui vient, apprendre des chansons, des comptines, que ça devienne un geste quotidien. Il faut que tous les jours, on chante ensemble des petites choses, et puis c'est la première règle déjà, c'est de chanter avec son enfant. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure de l'âge, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à la puberté, c'est de l'accompagner sur les différenciations qui vont se passer, sur l'évolution physiologique qu'il va avoir. Il va avoir plus de souffle, plus de hauteur, plus de puissance. On va l'accompagner, et surtout jamais, en faisant attention de simplement accompagner en positif ce qui se passe, et de ne jamais comparer par rapport à quelque chose qui ne serait pas, du genre, ta voix est pas assez ci ou pas assez là. Non, au contraire, ta voix, elle est déjà ça, déjà ça. C'est-à-dire qu'il faut jamais oublier une chose importante, c'est que l'inconscient
l'inconscient corporel n'entend que les mots et il n'entend pas le négatif. Donc, si Wow. vous dites à un enfant, non, mais chante plus fort, ou tu chantes pas assez fort, eh ben, l'enfant, il va entendre plus fort. Et il va pas entendre, tu dois ou tu peux pas. Donc, il faut juste dire, ah, mais ta voix sonne pleinement, c'est formidable. Wow. Et c'est ça qui va donner à l'enfant la certitude et la plénitude. Mais comme un enfant qui est aimé va apprendre l'amour. L'amour, on l'apprend parce qu'on est Parce qu'on l'a aimé. vécu. Si on n'est pas aimé, ben on aura des difficultés à Bien gérer sûr. l'amour. Voilà, je vais pas raconter ma vie. Donc, on continue. Génial. Eh ben, j'arrive au bout de mes petites questions. Encore un grand merci pour cette grande interview, Richard. J'aimerais te laisser le mot de la fin. Alors ici, on est sur une chaîne. Alors actuellement, on en est au moment où on tourne à 23 000 personnes qui suivent cette chaîne. Est-ce que tu aurais un petit mot pour ces personnes qui suivent, qui ont envie d'apprendre à chanter, peut-être qu'ils vont tomber sur cette vidéo, un petit mot d'encouragement, une petite chose à leur dire pour conclure cette petite vidéo d'interview? De simplement chanter, parce que chanter, c'est, on l'a dit tout à l'heure, Ouais. c'est ce mot qu'il faut que j'invente. Si on ne chante pas, on est en manque physiologique de quelque chose. Et qu'à travers le chant, ça agit sur la respiration, ça agit sur le cerveau, sur la représentation du son, ça agit sur les résonateurs, ça agit sur l'ensemble du corps. Et que finalement, chanter, c'est une véritable, ça a un impact corporel extrêmement bénéfique au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ah, génial. Donc chanter. Chanter, 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 peu importe. Si on vous a dit que c'était pas beau, que c'était pas bien, que c'était pas assez, on met ça au placard, voilà. On chante Il faut et le ça faire. va vous faire du bien. Tout simplement. Génial. 1000 fois merci encore pour cette petite vidéo, Richard. Aujourd'hui, c'était très chouette de t'avoir. Merci à vous de nous avoir suivis en entier dans cette vidéo. N'hésitez pas de laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo, de mettre un like et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Croyez en vous, tout est possible. À bientôt.